Les risques telluriques en France, toutes et tous concernés. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain gigantesques marquent régulièrement la conscience collective. La France est relativement épargnée par les événements majeurs, mais elle a été et reste à la merci de phénomènes telluriques dont les effets peuvent être destructeurs en métropole et outre-mer. Ce podcast donne la parole aux scientifiques qui œuvrent à mieux comprendre ces menaces. Aujourd'hui, nous recevons Lydie Gaillet, géophysicienne, et Guillaume Boudoir, géochimiste. Ils travaillent tous les deux au laboratoire Magma et Volcans et à l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. Pouvez-vous nous parler de l'activité sismique détectée dans la zone volcanique des Monts d'Or en 2021 et 2022 ? En Auvergne, on a 4 zones principales de sismicité. On a la zone des Combrailles qui est au nord-ouest de Clermont-Ferrand. On a la zone d'Ambert, donc plus du côté de Lyon. On a la zone de Saint-Flour qui est à la limite entre le Cantal et le Césalier. Et la zone des Monts d'Or qui est en fait la seule zone volcanique du territoire français sous laquelle on a une sismicité résiduelle ou tout du moins fréquente. Cet essaim, ce qui s'est passé, c'est que donc généralement sur les Monts d'Or, on a une sismicité qui existe sous forme d'essaim. Dans les années 80, on a eu par exemple une quarantaine ou une cinquantaine de séismes sur quelques jours. Et ce qui s'est passé en 2021-2022, c'est qu'on a eu un événement relativement exceptionnel pour les Monts d'Or, parce qu'on a eu plus de 400 événements sismiques. Donc on a un ordre de grandeur supérieur en termes de nombre d'événements sismiques, et pas seulement sur quelques jours, mais sur plusieurs mois. C'est-à-dire que ça s'est étalé depuis novembre 2021 jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc c'est ça qui a vraiment attiré, on va dire, la curiosité à la fois des scientifiques et aussi peut-être une certaine curiosité de la part des populations locales qui ont pu ressentir éventuellement quelques séismes sur le secteur. Il faut savoir que ces séismes restaient de très faible magnitude, largement inférieurs à 3 en moyenne. Par contre, il restait tout à fait possible que certaines personnes puissent les ressentir, donc selon effectivement le terrain, qui peuvent générer des effets de site et donc donner un ressenti un petit peu différent. Pourquoi n'avez-vous été alerté que début 2022 ? Effectivement, l'alerte a été donnée par le CEA, qui est en charge, on va dire, de la gestion de ces alertes sismiques sur le territoire, notamment pour les séismes dits de forte magnitude au-dessus de 3,6, qui est donc la limite à partir de laquelle le CEA donne une alerte. Dans le cadre de l'activité des Monts d'Or en 2021-2022, on était sur donc un essaim sismique avec des magnitudes inférieures. Donc en fait, on n'a pas d'alerte officielle qui est donnée par le CEA sur ce genre d'événement. Et c'est un peu une spécificité qu'on a sur le territoire national, c'est-à-dire que sur notre territoire métropolitain, on a des provinces volcaniques endormies qui peuvent être sujettes justement à une sismicité sous forme d'essaim, donc de faible magnitude, et pour lequel il n'y a pas de protocole à l'heure actuelle qui nous permette de détecter très rapidement ou d'être alerté très rapidement sur ce type de manifestation naturelle. Quelle a été votre implication à partir de là ? Alors on a essayé de mettre en place une forme de réponse opérationnelle sous la forme de ce qu'on a appelé PROVA2, donc le pôle régional d'observation de l'activité volcano-tectonique d'Auvergne et d'Ardèche, pour plusieurs raisons. Donc essayer de contribuer à comprendre le phénomène en lui-même, mais aussi répondre à un certain nombre de questions, commencer à se poser la population. Et là, l'objectif, ça a été dans un premier temps de mettre en place une série de campagnes de mesures, alors ponctuelles pour avoir une image un peu statique, essayer de comprendre un petit peu la structure l'endroit de ces phénomènes, et puis en parallèle une approche plus dynamique pour avoir un petit peu un suivi temporel. Et ça, l'objectif, c'était avec différentes spécialités, différentes techniques, différentes approches, d'essayer de mieux caractériser ou en tout cas contribuer à comprendre l'origine de cette sismicité un petit peu exceptionnelle. Avec qui avez-vous travaillé ? La chose intéressante, c'est que tous les acteurs, en fait, ont été impliqués dans cette initiative. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, d'un point de vue scientifique, on s'est appuyé sur l'expertise scientifique de nos collègues au laboratoire Magma et Volcans. On s'est appuyé sur l'expertise technique des ingénieurs et techniciens de l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. Et à côté de ça, on a aussi bénéficié de données qui venaient de partenaires scientifiques à l'échelle nationale, à travers les différents services nationaux d'observation, notamment, voire internationaux, qui pouvaient nous fournir aussi de la donnée, par exemple de l'imagerie satellitaire, etc., pour compléter donc notre connaissance sur le phénomène.
Et puis localement, on a bénéficié du soutien notamment des mairies, des communes, parce qu'on a eu beaucoup de prospection qui a été faite sur le terrain, beaucoup d'installations de stations temporaires. Donc tout ça, ça a été fait grâce aux communes, grâce aux propriétaires terriens avec qui on a interagi sur place, qui nous ont permis justement de réaliser les mesures et qui avaient, on va dire, une curiosité vis-à-vis de ce phénomène-là et qui était dans l'attente de certaines réponses également. Donc ça a vraiment été un échange bénéfique. Après, pour ce qui est des autorités publiques, tous les acteurs qui sont rentrés, on va dire, dans la chaîne de discussion, sont des acteurs à l'échelle régionale principalement. Donc on a eu la DREAL région Aura, on a eu la DDT 63, donc la Direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme, et puis la préfecture du Puy-de-Dôme avec qui donc on a eu des échanges continus. Mais voilà, une nouvelle fois en fait on est parti de rien, sachant qu'il n'y avait pas effectivement, même en termes de communication, de protocole, on va dire sur notre échelle régionale vis-à-vis de ce phénomène-là. Donc il a fallu créer justement ces relations et ces canaux de communication. Que pouvez-vous nous dire de votre compréhension des phénomènes observés ? Alors, l'analyse a montré qu'il n'y avait pas donc de mouvement magmatique à l'aplomb du massif en lien avec cette sismicité. Par contre, l'hypothèse qui prédomine à l'heure actuelle, c'est donc des circulations hydrothermales qui se sont donc propagées le long de failles préexistantes et qui auraient donc induit cette sismicité en profondeur. Ces travaux auront-ils une suite ? C'est amené à être, on va dire, pérennisé dans le sens où on s'est rendu compte que ce genre d'événement pouvait être amené à se répéter dans le futur. Donc on a déjà un retour d'expérience, on va dire, sur la manière dont on a pu gérer cet événement remarquable dans la région. Donc d'un point de vue scientifique, je pense que ça montrait qu'il fallait continuer justement les démarches scientifiques et les études scientifiques locales. Je veux dire, on manque de compréhension sur les processus qui sont impliqués justement dans ces événements sismiques. Donc on a besoin de poursuivre les études scientifiques sur cet aspect-là. D'un point de vue opérationnel, on s'est rendu compte donc à la fois de l'absence de protocole au niveau national sur les alertes sur les essaims sismiques en domaine volcanique, donc c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler à l'échelle nationale, mais également on s'est rendu compte donc d'une sous-dimensionnement, on va dire, du réseau de surveillance sur les provinces volcaniques. C'est-à-dire qu'on a un réseau national, des réseaux nationaux plutôt, mais voilà, peut-être une densification un peu plus importante du nombre de stations sur des zones volcaniques qui sont considérées, je le rappelle, endormies, non pas éteintes. Il y a quand même une distinction entre les deux, semble nécessaire, parce que sans le déploiement des stations temporaires qui ont été faites pendant la crise, on aurait été complètement aveugle sur les processus qui ont été décrits là précédemment dans l'interview. Le dernier point, en termes de perspective, c'est d'un point de vue communication. Donc on a vu qu'on a déployé, on va dire, des canaux de communication et d'échange avec différents interlocuteurs, qui soient scientifiques locaux, scientifiques nationaux, internationaux, les autorités locales, la population. Donc tout ça, maintenant, ça a besoin d'être structuré pour qu'à l'avenir, on gagne énormément de temps si jamais on avait de nouveau un phénomène similaire en termes de communication de l'information pour essayer d'éviter la propagation de fake news, comme ça a pu être le cas justement au moment de cet essaim sismique. Merci Lydie, merci Guillaume. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous sur notre site web observateur.fr pour d'autres épisodes de notre série consacrée aux risques telluriques en France.